et bienvenue pour notre JT Acteurs pour la planète en direct du Salon Polytech. Le monde change, nous devons nous adapter, les travaux publics n'échappent pas à la règle. Les entreprises du secteur sont depuis longtemps des acteurs pour la planète. Elles n'ont pas attendu que l'environnement et l'écologie deviennent des actions prioritaires. Les entreprises de travaux publics participent aux émissions de CO2. Nous ne pouvons le nier, mais sont loin d'être les principaux contributeurs. En effet, leur émission, c'est un peu moins de 4% de CO2 en France. L'usage que l'on fait des infrastructures dépasse, elle, les 50%. L'usage, j'ai bien dit l'usage, et non la réalisation. Ce sont donc bien ces usages et les applications qui en découlent qui doivent évoluer. Au sommaire de cette émission, 3 exemples d'entreprises engagées dans un parcours RSE-TP. Elles mettent en place des actions concrètes pour réduire leur impact sur l'environnement. Dans un second temps, la parole sera donnée à nos élus, car ce sont eux qui vont orienter les politiques publiques qui conduiront au changement. Enfin, Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics, viendra nous présenter la trajectoire bas carbone des travaux publics à l'horizon 2030. Les entreprises du secteur cherchent des solutions pour diminuer leur impact sur l'environnement. Le parcours RSE-TP est une contribution notable au développement durable. Nous vous proposons de découvrir en images 3 entreprises de niveaux de maturité différentes dans leur engagement RSE. Johan Gomez, consultant QSE, donc pour la société ODTP 43, située à Polignac, côté du Puy-en-Velay. Le directeur de la société était déjà lancé dans cette démarche depuis bien longtemps, mais de façon officieuse, si je peux me permettre. On avait pris rendez-vous et on avait pendant un jour fait un diagnostic complet de la société. Ça nous a donné plein de pistes d'amélioration. Et puis on a pu mettre en avant nos actions jusqu'à la décision de labellisation de la FNTP et on a pu avoir le label comme ça. La démarche RSE, pour nous, c'est surtout l'humain. On a beaucoup d'actions qui tournent autour de l'humain et du bien-être de ce dernier. Le directeur investit, il leur a donné une chance. Dans le RSE, il y a aussi la marque employeur. C'est tout simplement mettre en avant ODTP 43 comme une entreprise qui est dynamique, qui recrute, en fait, qui a une identité. Avec un site internet, une page Instagram, une page Facebook, voilà, pour faire vivre ODTP 43, non pas comme une enseigne lambda, mais comme une société qui vit. On met en avant cette démarche RSE pour gagner de nouveaux marchés et peut-être signer de nouveaux contrats. Par exemple, on a mis notamment en place des questionnaires de satisfaction des ouvriers pour savoir déjà s'ils sont satisfaits de la société, s'ils ont des envies particulières, des envies en termes d'amélioration de la prévention par exemple. On a voulu réduire le coût des déchets. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris contact avec la déchetterie et en fait on a synchronisé notre procédure de tri avec leur procédure à eux. On est en train de mettre en place au niveau du dépôt des bacs afin de pouvoir classer les déchets et comme ça, une fois par semaine, le chauffeur peut récupérer une partie. Quand les chantiers durent relativement longtemps et qu'il y a de la place, on met en place des big bags. Ici, dans les bureaux, on a réduit drastiquement l'impression. On a arrêté les gobelets en plastique, tout ce qui était en plastique d'ailleurs.
l'entreprise Choleton, une entreprise familiale, créée par mon grand-père maternel en 1954 d'un fonds de plomberie. On a de la canalisation à la construction de réseaux secs et humides avec l'entreprise Choleton, du recyclage à la valorisation avec l'entreprise Soprodem, une entreprise de recyclage de matériaux inertes du BTP, et aussi de la logistique avec l'entreprise TVG, une entreprise de transport. Quand nous avons reçu la proposition de la FNTP pour faire le parcours RSE, tout de suite on s'est dit c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir le faire. On a mis en place depuis de nombreuses années déjà plein d'actions. On faisait beaucoup de covoiturage et depuis longtemps on effectue le tri des déchets. Et nous avons obtenu en fait le certificat performant de la RSETP, donc nous en sommes très fiers. Une entreprise qui pratique ça cherche à avoir un impact positif sur la société, respecter l'environnement. Tout simplement, on veut réduire notre empreinte carbone, être éco-responsable, tout en étant économiquement viable. Ça, c'est ce qui est très important. On pense aux futures générations et puis on pense aussi à nous aujourd'hui. On a commencé en 2017, on a fait rentrer la première pelle hybride de chez Cobelco sur notre plateforme de recyclage. On essaye d'implanter plusieurs plateformes pour limiter en fait le déplacement des camions. Il y a un déplacement énorme des véhicules pour aller jusqu'aux carrières. Donc on essaye aussi de faire de l'économie circulaire et de pouvoir s'auto-alimenter avec des matériaux qu'on enlève, qu'on retraite. On a pris des véhicules hybrides pour notre bureau d'études. On a installé des bornes à double recharge. Nos salariés étaient vraiment satisfaits en fait de cette installation qui permet en fait à chacun de venir se recharger quand ils sont au bureau. On espère qu'on va pouvoir investir dans l'hydrogène rapidement. Je pense que ça va être vraiment une révolution et on attend avec impatience de pouvoir tester les nouveaux véhicules hydrogène. Les collectivités demandent à ce que les entreprises fassent du recyclage. Tous les matériaux qu'on recycle sont de très bonne, voire meilleure qualité que les carrières. Et dans tous les appels d'offres maintenant, ils essayent de mettre que les matériaux soient des matériaux utilisés, recyclés. Nous sommes situés très exactement au barrage de Génissia, un ouvrage qui a été mis en service en 1948 par la Compagnie nationale du Rhône. Nous sommes ici pour réaliser un dragage d'environ 25 000 m3 au pied du barrage. Les sédiments sont extraits avec une benne preneuse, remontés en surface, mis en place dans une barge qui va parcourir 1,3 km pour aller restituer les matériaux dans la retenue. J'ai voulu m'engager pour être exemplaire dans la démarche. D'autre part, j'avais la curiosité de découvrir comment on pouvait structurer et quelles actions pouvaient être mises en place derrière le label RSE. Le label a été très structurant pour nous. On est sorti du contexte Vinci pour travailler en local sur nos actions. On a eu un audit qui a été très instructif puisque nous avons été certifiés en mode avancé du label. C'est pour nous une fierté. Ça nous motive à aller encore plus loin et ça fédère surtout toute l'entreprise. Moi je trouve que la RSE c'est un peu comme les résolutions de début d'année. Quand vous annoncez partout sur les réseaux sociaux, vous faites de la RSE, faut s'y tenir et c'est ce qu'on essaye de faire. Chaque manager est obligé de s'engager sur une dizaine d'actions par an. Donc on a en interne une RSE Box qui partage tout un tas de bonnes pratiques. Nous avons une communauté RSE. On est en général ancré autour de nos chantiers pour
participer à la dynamisation du tissu économique en faisant travailler des prestataires locaux. On intervient sur des réunions publiques avec les riverains, on fait des panneaux d'information, on va présenter les projets dans les écoles, on reçoit des élèves dans nos locaux et nous avons mis en parallèle une action en place que nous avons baptisée Pour des cours d'eau plus propres, qui consiste à profiter de nos présences sur les cours d'eau pour ramasser les déchets flottants et même enlever les macro-déchets des sédiments lors des opérations de dragage. Ces sédiments sont mis dans des big bags, massifiés, mis sur les bords de la rivière pour qu'ils puissent être vus par les riverains et ensuite ils sont envoyés dans des centres de revalorisation, donc ils sont triés et évidemment revalorisés. Nous venons de voir quelques exemples, quelques actions mises en place. De plus en plus de structures s'engagent. Les futurs recrues peuvent constater que le secteur bouge, évolue et s'adapte aux attentes des citoyens et des collectivités. La profession agit sur le terrain, sur l'amélioration des conditions sanitaires, la lutte contre la perte de biodiversité, le développement de la mobilité durable et des énergies renouvelables, l'économie circulaire et la cohésion des territoires. Cette transition dépend d'une volonté politique nationale et territoriale. Nous allons vous parler des 3 R, à savoir réduction, résilience et restauration, sans oublier le M de maintenance. Avant cela, que faut-il changer dans notre quotidien pour mieux vivre et mieux respirer? Voici les réponses de nos élus en images. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de partie de notre vie quotidienne, de nos déplacements, de nos façons de vivre, qui n'ont pas un impact direct ou indirect sur la question du changement climatique ou la question de la qualité de l'air. Derrière tout cela, c'est aussi notre capacité à avoir des comportements plus vertueux, de s'interroger à chaque fois sur ce que nous consommons et sur ce que nous faisons pour réduire autant que faire se peut nos émissions de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, ça veut dire qu'on s'interroge, ça veut dire qu'on avance, soit sa famille, ses amis, ses proches, les citoyens dans une ville, mais c'est aussi la question de la qualité de l'air, conduire un véhicule, quel type de véhicule, comment on se chauffe, est-ce qu'on se chauffe avec des foyers ouverts non performants. Vous voyez que tout ça, c'est la qualité de l'air. La qualité de l'air, le changement climatique, c'est le quotidien, c'est nos quotidiens. Par exemple, à Vichy, d'avoir énormément de parcs. On est une ville-parc. On est une ville où on a, par exemple, énormément d'arbres d'alignement dans toutes les rues. Donc ça contribue évidemment à la qualité de vie. On travaille aussi beaucoup sur des sujets comme les programmes alimentaires territoriaux, c'est-à-dire les circuits courts, développer la qualité de l'alimentation. Et puis, dans tous nos aménagements, on essaie aussi d'intégrer le mieux déplacé, ou en tout cas favoriser le piéton. Les transports, quand on est sur un site touristique comme celui de la vallée de Chamonix, eh bien, il faut avoir des transports qui sont décarbonés. On a des transports collectifs ici qui sont en libre circulation depuis près de 15 ans. Libre circulation, c'est-à-dire qu'un ayant droit ne paye pas les transports publics. Et du coup, on a des taux de report modal sur le transport qui sont très très importants. On veut aller plus loin, sans doute en mettant en place un système de péage urbain qui nous permettra là aussi de coter et de mieux identifier et de donner une meilleure expérience finalement aux touristes qui viennent dans notre vallée. Il ne s'agit pas de les taxer, il s'agit de faire au contraire qu'on ait une qualité de service à leur offrir qui soit meilleure. Bonjour, monsieur le vice-président de la métropole de Lyon et vice-président délégué du Citral. Bonjour monsieur Colas. Vous allez bien? Très bien. Bon, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à notre invitation tout d'abord. Et puis, j'ai envie de vous poser la même question qu'à vos collègues. Selon vous, que faut-il changer dans notre quotidien pour mieux vivre et mieux respirer ? Alors j'ai presque envie de dire que c'est un peu dommage parce que je m'attendais à ce que mes collègues élus aient une vision un petit peu différente de la mienne. C'est vrai que la vallée de l'Arve est polluée, mais elle n'est pas la métropole de Lyon. Et en fait, ils ont tous parlé de ce dont je voulais parler. Effectivement, notre problématique principale première, c'est la mobilité et en particulier la mobilité des personnes. Donc ils ont déjà dit beaucoup de choses, je ne vais pas répéter. C'est un enjeu, bien sûr, pour toute la population, mais c'est un enjeu aussi pour les entreprises au travers de la mobilité des salariés. Et donc, on a un enjeu à développer les alternatives à la voiture individuelle au travers des plans de départ
déplacement entreprise et inter-entreprise, en développant les transports collectifs, mais aussi les modes actifs. Juste pour information, sur la métropole de Lyon, 60% des déplacements que nous faisons tous en voiture font moins de 3 km. Donc on pourrait peut-être les faire autrement qu'en voiture. En tout cas pour une partie de la population, hein, bien évidemment. Je n'imagine pas que 60% de la population soit à mobilité réduite. Donc c'est le premier enjeu. Et puis on a un deuxième enjeu qui est bien connu par la FBTP, on a beaucoup travaillé dessus, c'est la métropole de Lyon a mis en place une zone à faible émission professionnelle en 2020. Elle va continuer à évoluer, on est très ambitieux là-dessus, puis on est obligé par l'État et l'Europe bien évidemment. Et donc il y a la question de la transformation des véhicules professionnels. C'est bien sûr beaucoup la logistique avec les livraisons, etc. Mais c'est aussi les véhicules de chantier. Donc on a vu, il existe sur le marché et on a expérimenté avec certains membres de la FBTP Rhône, on a démontré devant les médias des véhicules comme des pelles électriques, comme des excavatrices en GNV. Donc il existe des alternatives en plus de tout ce qui a été dit dans vos reportages, le recyclage, l'économie circulaire, la transformation des flottes. Tout ça, c'est un ensemble pour aller vers moins de pollution et moins de gaz à effet de serre. Merci. Comment les infrastructures peuvent-elles aider justement à lutter contre le changement climatique ? Alors, il y a beaucoup d'infrastructures. Oui. J'ai envie de dire de deux façons. Alors d'abord, j'ai presque envie de dire qu'on a trop d'infrastructures. Je sais que ça on peut embêter les gens On de en a quand même un petit peu besoin pour se déplacer quand même. Sachez quand même que la France, ça est le pays d'Europe et même sans doute du monde à avoir le plus de kilomètres de voirie par kilomètre carré habitant. Donc je ne suis pas certain que nos voisins en Europe, les Allemands, les Suisses par exemple, pour prendre les plus proches, se déplacent beaucoup moins ou beaucoup moins bien que nous. Ils se déplacent sans doute différemment, c'est clair. Donc ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour moi de dire il faut arrêter d'en construire. On en a déjà beaucoup. On parle des infrastructures routières, bien sûr. Bien sûr. Et il faut trouver d'autres usages et améliorer les usages avant de construire encore et d'artificialiser encore plus de terre, bien évidemment, parce qu'on a un enjeu écologique très fort qui est d'arrêter d'imperméabiliser les sols. Il faut que l'eau re-rentre dans le sol, parce que la première urgence, avant même le réchauffement climatique, c'est la nappe phréatique. Il est probable que d'ici quelques années, décennies maximum, on ait un vrai souci en eau potable, notamment dans la métropole de Lyon. Donc les infrastructures, elles peuvent aider de deux façons. D'abord, celles qui sont nécessaires. Comment est-ce qu'on peut les faire dans des matériaux plus respectueux ? On sait aussi aujourd'hui faire des enrobés qui sont perméables, voilà, et faire tout ce qui va avec. Et est-ce qu'ils sont durables, ces enrobés perméables ? Ça, on verra, mais j'espère que oui, puisque les entreprises qui les développent et qui les promeuvent nous le disent. Et puis, on va développer beaucoup d'infrastructures qui sont alternatives à la route. Évidemment, c'est plutôt pour le déplacement des personnes, encore que. Nous, on est spécialistes des lignes de transport collectif, bien évidemment. Mais quand on fait les voies lyonnaises, c'est-à-dire ce réseau express vélo dans la métropole de Lyon, c'est quand même de la voirie. Hein. C'est certes des enrobés plus respectueux pour que des gens se déplacent en vélo, mais c'est quand même 350 km de voirie nouvelle ou réaménagée qu'on va fabriquer. Et puis, à côté de ça, on a un vrai enjeu à mettre des modes dessus. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer des infrastructures. Il faut que le niveau de service vienne pour que les salariés puissent aller travailler dans les entreprises ou pour que tous les citoyens puissent se déplacer. Il faut qu'on arrête d'avoir un bus toutes les heures. Il faut qu'on ait des fréquences au quart d'heure minimum. Et ça vaut aussi pour un mode qui me semble, moi, très important et sur lequel on a un vrai retard en matière d'infrastructure, c'est le ferroviaire. Et là aussi, on a vraiment un gap pour rattraper nos voisins européens qui ont 30 ou 50 ans d'avance sur nous. Alors on va parler évidemment des transports en commun. Vous réfléchissez à plusieurs lignes de bus à haut niveau de service, dont celui par exemple de Pardieu à Saint-Exupéry. Que va changer cette ligne BHNS ? Alors d'abord, on travaille sur un gros plan de mandat et il y aura des projets aussi pour le prochain mandat. Il y a 25 km de trams nouveaux qui vont être créés et donc on veut essayer de créer, on va le créer, on l'a lancé hier soir, la première ligne de bus à haut niveau de service qui dans un premier temps va faire Pardieu 7 chemins à Vaux-en-Velin et qui ensuite sera prolongé sur Chassieux, Genasse et pourquoi pas Saint-Exupéry. Un bus à haut niveau de service, c'est-à-dire que c'est comme un tram, sauf que c'est sur pneus. C'est-à-dire que c'est un site propre intégral, une infrastructure nouvelle, construite sur la voirie bien sûr, mais où aucun autre mode ne peut aller.
c'est un mode qui est fiable, qui va vite, parfois même plus vite que le tram, et qui a exactement les mêmes capacités que le tram en nombre de voyageurs qu'il peut prendre, en distance entre 2 arrêts, et en fréquence et en amplitude. Donc ça veut dire toutes les 7 minutes, il y aura un bus entre Septchemin et Pardieu qui mettra moins de 20 minutes pour y arriver, qui ne sera pas bruyant puisque ce sera un bus électrique, qui sera grand, ce sera articulé au début, peut-être bi-articulé si la capacité est nécessaire. Et notre objectif, c'est dès le début d'avoir 20-25 000 personnes par jour qui prennent cette ligne de bus. Quel impact sur l'environnement, Monsieur Colas ? Eh ben, c'est presque la fin de ma réponse précédente. 25 000 personnes en moins dans des voitures individuelles où en moyenne on a 1,05 passagers par voiture. Ça fait presque 25 000 voitures en moins dans la journée. Donc si on multiplie ça par 10 lignes, on enlève un quart de la circulation automobile de la métropole. Donc la seule façon de réduire le nombre de voitures qui circulent dans la métropole, ce qui est bon pour la pollution, certains d'entre vous ont peut-être vu la une du Progrès ce matin, 6 000 morts sur la métropole par an liées à la pollution. Il y a la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, parce que ça aussi c'est un enjeu essentiel, et pour ça le meilleur moyen c'est de réduire le nombre de voitures qui circulent, et en particulier celles qui font beaucoup de kilomètres, qui viennent de loin. Il faut développer des alternatives, donc des lignes de transport collectif qui soient pertinentes, fiables, efficaces, fréquentes, avec une amplitude de 4h30 à minuit et demi, et qui marchent bien pour que les gens se reportent sur les transports collectifs. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, d'être venu sur notre plateau, et on espère que tous ces beaux programmes verront le jour rapidement. Ils sont lancés, merci à vous. Merci beaucoup. Sans transition, direction Grenoble. Pour une autre infrastructure, un réseau de chauffage urbain avec Monsieur Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes Métropole et l'usine Biomax. Reportage. Plusieurs éléments ont prévalu au choix de Biomax. D'abord le lieu, il y avait antérieurement une vieille centrale fuel sur le site du CEA qui chauffait l'ensemble de la presqu'île et qui était obsolète, et le fuel était évidemment obsolète. Donc il y avait des recommandations des services de l'État nous disant il va falloir passer à autre chose. Et la question de l'autre chose, ça a été de se dire finalement, nous avons un réseau de chauffage urbain extrêmement développé dans la métropole, le deuxième réseau de chaleur de France, par, je dirais, son étendue, et par aussi sa part d'énergie renouvelable, 70%, qui passe à 80% avec la connexion à Biomax. Biomax est donc une forme de super-héros des temps modernes, qui est tout simplement, on y brûle du bois qui est local, qui vient à moins de 80 km d'ici. Ce n'est pas des coupes franches et des coupes blanches de la forêt, ce n'est pas des beaux arbres que l'on coupe, ce sont des morceaux que l'on va chercher qui correspondent à, je dirais, à l'usure de la forêt elle-même, qu'on récupère et qu'on va chauffer. C'est la capacité de chauffer aujourd'hui le réseau de chauffage urbain, 90 000 logements sur le territoire métropolitain. C'est 80% d'énergie renouvelable, ça veut dire que c'est de la chaleur propre. On a aussi connecté au réseau, aux industries, produisant de la chaleur. Donc vous voyez qu'on est dans un maillage avec une énergie qui est vertueuse, qui est propre, et on utilise pour cela la ressource locale. On crée des emplois localement, on stabilise le prix de l'énergie pour toutes celles et ceux qui seront raccordés. Voilà l'enjeu qui est posé, c'est ça la transition écologique et énergétique. C'est des objets technologiques et qui sont au service de nos politiques publiques. C'est colossal en fait, en termes d'impact. C'est 12 000 tonnes de CO2 qu'on n'émet pas par an, c'est-à-dire finalement l'équivalent de 12 000 allers-retours Paris-New York chaque année. Mais c'est aussi 70% d'émissions d'oxyde d'azote en moins, qui contribuent à nos dépassements de pollution aujourd'hui sur le territoire des métropolitains, donc une grande aide pour sortir des contentieux européens en termes de pollution de l'air, et c'est 30% de particules fines en moins que l'on n'émettra pas, donc en termes de qualité de l'air, pour la respiration de toutes et de tous, évidemment, c'est bien. Il nous faut nous appuyer sur la technologie et les nouvelles techniques qui sont disponibles aujourd'hui pour permettre tout simplement de moins consommer de carbone, mais malgré tout de produire une énergie qui soit beaucoup plus vertueuse.
de moins consommer. C'est ça l'orientation que nous devons nous donner. C'est évidemment moins consommer, produire plus propre et isoler beaucoup plus les bâtiments dans lesquels nous vivons. C'est ça l'orientation et le grand enjeu de la métropole grenobloise aujourd'hui. Dernier exemple avec la société Impulsion. On regarde sa présentation en images. Impulsion est la structure commerciale créée par les partenaires du projet Zero Emission Valley, ZEV. La région Auvergne-Rhône-Alpes, Engie, Michelin, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires. Ce projet a pour ambition de déployer 20 stations de distribution d'hydrogène vert, d'assurer une partie de son hydrogène vert via des électrolyseurs et de contribuer à la mise sur le marché d'une flotte de 1200 véhicules légers à destination des professionnels d'ici à fin 2023. Le rôle d'Impulsion dans ce projet est de créer le marché de l'hydrogène vert, lié à la mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes, en assurant l'installation et l'exploitation des infrastructures hydrogènes. Impulsion conçoit et dimensionne ces infrastructures afin de répondre aussi bien aux besoins de mobilité lourde que légère. L'hydrogène permet de stocker l'électricité sous forme de gaz comprimé, puis d'être restitué en énergie, qui permet aux véhicules de fonctionner. Bilan de l'opération, 0 émission de particules ou de gaz à effet de serre. Le moteur ne rejetant que de l'eau. Simon Olagnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique chez Impulsion. Donc d'Impulsion, on peut le dire comme ça. Joli clip d'ailleurs, cela dit en passant. Merci d'être présent sur notre plateau. La société Impulsion a construit une station de production d'hydrogène en Savoie. En quoi développer l'accès à l'hydrogène permettra la neutralité carbone? Eh bien, l'hydrogène, c'est à la fois un élément chimique, très simple, le plus abondant de l'univers, et surtout, ce qui nous intéresse là, c'est un vecteur énergétique. Et il se trouve que ce vecteur énergétique, il a le bon goût d'avoir 2 grosses qualités. La première qualité, c'est qu'on peut le produire en masse à partir d'énergies renouvelables. Par exemple, avec de l'électricité renouvelable, avec des installations d'électrolyse. C'est ce qu'on fait en Savoie. Et le deuxième gros intérêt, c'est qu'une fois cette molécule produite, on peut la stocker. Et ça répond à l'un des problèmes de l'introduction massive d'énergie renouvelable dans le réseau, qui est l'intermittence des énergies renouvelables. Et donc aujourd'hui, l'ambition d'Impulsion, c'est d'offrir à nos clients, publics, privés, des infrastructures qui permettent de saisir de cette molécule et de l'utiliser pour décarboner leur flotte. Pour des cas qui sont très complémentaires avec la batterie d'ailleurs, des mobilités qui demandent beaucoup d'autonomie, des bus, des cars, ou bien des conditions de recharge très rapides. On a des taxis qui utilisent de l'hydrogène. Et donc on voit qu'on fait partie en plein du mix énergétique de demain. Alors justement, comment vont se développer les installations de stations hydrogène? On les attend avec impatience. Et ensuite, la distribution sur le territoire? Eh bien, elle se développe déjà, puisqu'on a une station qui a été inaugurée en 2020 à Chambéry. Et on a déjà un grand nombre de partenaires, et notamment des collectivités territoriales du territoire. On a plus d'une dizaine de partenaires avec nous qui sont déjà engagés à nos côtés. Et on a 5 stations qui sont en construction, dont on peut aller voir les engins aujourd'hui, à Moutier. Où ça ? Voilà, à Moutier. D'ailleurs, avec une inauguration qui aura lieu le 22 octobre, auquel tout le monde est convié. À Grenoble, à Saint-Égrève exactement. On en a 2 à Lyon, une à Saint-Priest et pas loin d'ici, et une à Vénissieux. Et puis à Clermont-Ferrand, sur le site des Gravenches, proche de l'usine Michelin. Alors, un calendrier quand même, rapidement, sur les prochaines. Un calendrier. Donc, toutes celles que je viens de citer, elles verront le jour avant la fin du premier semestre 2022. Donc, dès juin 2022, l'ensemble de ces infrastructures sera ouverte. Et on a d'ores et déjà entamé une phase de permitting sur 5 stations complémentaires. Et donc, notre ambition, c'est qu'avant fin 2024, l'ensemble des stations qui ont été décrites dans le petit clip soient déployées sur le territoire. Eh bien, on l'espère également. Merci beaucoup, Monsieur Olagnier, pour votre présence sur notre plateau. La résilience, c'est bien ça. La résilience, c'est la capacité des territoires
La capacité des territoires à résilier et à se transformer, face aux changements actuels et à venir. En quoi les infrastructures peuvent-elles aider les territoires à être plus résilients? Réponse en images avec Éric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc. On entre dans une ère perturbée, avec des crises, avec des changements, avec des choses qui ne seront plus comme elles étaient avant sur les modèles écologiques. Mais pour autant, il faut arriver à tracer une voie qui est une voie qui soit optimiste pour l'avenir de l'humanité et pour l'avenir de nos communautés. Il faut que cette résilience, elle prenne la position de concilier les enjeux qui sont ceux du changement climatique avec un enjeu humain, social, économique, parce qu'il faut que cette résilience, elle soit aussi au service des hommes. Un des sujets qui est fort, c'est le sujet des remontées mécaniques. Il y a un certain nombre de questions préalables. À 40 ans, aura-t-on de la neige au sommet de cette remontée mécanique? Est-ce que le permafrost est fragile, ou est-ce qu'au contraire, on a une certaine assurance pendant les prochaines années de maintien de ces conditions qui nous permettront que la stabilité des infrastructures réalisées soit atteinte? Sur le volet énergie, vraiment le leitmotiv, ça sera consommer moins et produire mieux. Ici, dans la vallée de Chamonix, nous produisons 115% de l'énergie que nous consommons. Donc on est exportateur net d'énergie verte, comme de la petite hydraulique. Ça passe également par une impulsion donnée au changement de mobilité, au profil de mobilité plus décarboné. C'est vrai pour le soutien qui est donné aux ferroviaires, une des principales compétences de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le développement des réseaux TER, avec le développement également des mobilités alternatives. Il y a un gros travail qui est fait sur les mobilités douces, sur le développement également de tout ce qui pourra à l'avenir être travaillé sur la mobilité électrique. Je voudrais également citer les projets d'aménagement qu'on a maintenant dans le centre-ville. On a une partie d'une voûte qui a été construite dans les années 70. On est en train de la recycler en un espace culturel. Et on le fait en ayant abandonné l'idée d'une construction neuve. Donc on réutilise un bâtiment existant et l'espace qui était initialement dévolu ou prévu pour la construction de l'espace culturel, eh bien, va être un espace de renaturation urbaine. En termes de désimperméabilisation du sol, déjà, il y en a une première qui intervient qui est assez basique, c'est que quand vous allez sur la place du Mont-Blanc maintenant, vous ne voyez pas grand-chose. Auparavant, il y avait une ancienne caserne, un bâtiment des années 50. Il y avait une vaste dalle béton goudron qui était devant. Petit à petit, on va reconquérir cet espace avec des espèces spécifiques. La thématique globale du climat, c'est le lien très transversal qui devra être fait sur l'aspect justement changement climatique et impact sur l'ensemble de nos politiques publiques en matière d'aménagement, en matière d'environnement et de transport notamment. Donc une action transversale. Donc vous le voyez, la feuille de route est relativement dense. Décidément. La restauration des écosystèmes, voilà, on va y arriver, offre au territoire une occasion de réparer les dommages écologiques, mais aussi d'améliorer le cadre de vie des habitants du territoire. En quoi, justement, les travaux publics peuvent-ils participer à cette restauration? Réponse en images avec Frédéric Aguilera, maire de Vichy. On parle beaucoup de nature en ville. Alors, tous les modèles de Vichy ne sont pas obligatoirement applicables partout, mais en tout cas sur notre territoire, on essaie justement de préserver et de développer cette nature en ville. Je pense que c'est extrêmement important pour la qualité de vie. Dans tous nos aménagements, on essaie aussi d'intégrer le mieux déplacé, ou en tout cas favoriser le piéton. On parle beaucoup aujourd'hui dans les mobilités douces, évidemment des vélos, on parle beaucoup des trottinettes, etc.
Mais l'une des spécificités de Vichy, c'est qu'on a déjà une place prépondérante pour les piétons. Et la marche à pied aussi, entre autres pour les seniors, c'est excellent pour la santé, c'est excellent pour la qualité de vie. Donc c'est quelque chose de très bon pour tout le monde. On a la chance d'avoir au cœur de l'agglomération, au cœur de la ville, ce grand plan d'eau artificiel, puisque c'est sur la rivière Allier, qui est la dernière rivière sauvage d'Europe. On a eu un vaste projet qui a duré près de 15 ans pour que les gens de l'agglomération se réapproprient leur rivière et puissent s'approcher de la rivière. Donc on a enlevé la voiture, on a beaucoup travaillé sur la renaturation des berges, c'est-à-dire d'enlever les quais béton qui étaient tout au long de la rivière pour refaire des berges plus naturelles, ce qui permet en plus, et on le voit déjà au bout de 4-5 ans, un vrai développement de la biodiversité, un retour de certaines espèces qui avaient disparu dans la rivière. Notre plan d'eau, les berges, c'est aussi un vrai outil d'attractivité, puisqu'on le voit aujourd'hui, c'est un endroit où il y a beaucoup de développement de guinguettes, beaucoup d'activités économiques, donc c'était une autre raison pour laquelle on a souhaité cette rénovation, c'était ce développement économique. Des villes aussi à dimension humaine où on peut tout faire à pied, des villes où il y a des paysages thérapeutiques, des villes qui sont en contact direct avec la nature. En fait, ces schémas des villes thermales sont des schémas extrêmement modernes et contemporains par rapport à ce qu'on attend aussi de la ville moyenne aujourd'hui. Autre exemple de restauration avec le Conservatoire des espaces naturels et son projet de reconnexion des étangs du Rhône. On est situé sur le territoire des îles du Rhône, sur la commune de Châteauneuf-du-Rhône, dans la Drôme. Le conservatoire intervient sur la préservation et la restauration des zones humides, qui sont des milieux qui apportent beaucoup de services au territoire et aux populations. Elle contribue à l'épuration des eaux, elle permet lors des crues un étalement et donc de diminuer tout ce qui est risque lié aux inondations. Elles sont support d'une biodiversité totalement remarquable et elles sont aussi support d'activités locales, d'usage comme la chasse, la pêche, la contemplation tout simplement. Et ce qu'on est en train de lancer comme travaux, c'est un projet de renaturation et de restauration de la fonctionnalité de ces zones humides. L'idée, c'est de reconnecter ces 4 étangs entre eux et avec le Rhône pour favoriser des flux et diversifier aussi les habitats en créant des hauts fonds. Dans un premier temps, la première phase, c'est une partie déboisage qui correspond aux accès. Ce déboisage, il a été pensé d'une façon pour qu'il y ait très peu de différence entre déboisage et revégétation en fin de chantier. Il y a une deuxième phase qui correspond à donc, réaliser les pistes sur toutes les zones où on a déboisé. Ensuite, on a des remblais qui vont être apportés pour créer des casiers, pour créer ces fameux hauts fonds sur lesquels ensuite on va végétaliser. Et après, il y a aussi sur les talus des connexions, on fait des géotextiles, des plantations, des choses comme ça. Nous, on a une activité principalement donc de travaux publics qui s'oriente de plus en plus depuis quelques années vers les travaux en rivière, en cours d'eau. Donc on réalise donc de plus en plus de travaux de renaturation de berges, de renaturation d'îles. On a une activité récurrente pour la CNR, mais pour d'autres syndicats ou d'autres maîtres d'ouvrage. On est habitué à travailler avec les acteurs locaux, avec les communes, avec les associations comme la pêche, la chasse, la protection des oiseaux, des diverses faunes et flores. Donc c'est notre quotidien que de travailler donc avec tous ces partenaires. Les infrastructures actuelles nous offrent confort, l'eau potable, le traitement des eaux usées, l'accès à l'électricité et à Internet et la mobilité. Tous ces réseaux existants doivent être entretenus pour éviter des surcoûts futurs. Pour l'eau, le constat est édifiant. 22% de l'eau traitée est perdue faute d'entretien des réseaux en Auvergne-Rhône-Alpes. Comment préserver cette ressource indispensable? Réponse de nos élus en images. Préserver la ressource en eau, c'est capital, c'est déterminant pour aujourd'hui, pour demain, pour les générations futures. On a une chance inouïe ici dans ce territoire métropolitain grenoblois, c'est que notre eau, 85% de l'eau n'est pas traitée.
Donc l'eau des bébés à la naissance, c'est l'eau du robinet. Et mes enfants, moi, sont élevés avec cette eau, ont grandi avec cette eau. Et ça vous montre à quel point, finalement, on a un bien qui est précieux, mais qui est fragile. Donc il faut le protéger, il faut renouveler les périmètres de protection lorsque c'est nécessaire. Il faut y veiller comme de l'huile sur le feu, c'est-à-dire que ne jamais laisser ces périmètres touchés par des pollutions anthropiques qui viendront justement bousculer la qualité de l'eau. L'eau, c'est un bien précieux, elle peut être très facilement mise en danger par les pollutions diverses et variées, et on voit bien que c'est tout un équilibre qui peut être perturbé. Ici, on est en Haute-Savoie et dans une vallée de montagne. On est sur un trésor en matière d'eau. Mais malgré tout, on sent que ce trésor, il faut vraiment y prêter attention. La ressource en eau, elle va connaître des évolutions très significatives. On le voit, nous, d'année en année, avec la rétraction de la masse glaciaire. Un des autres rôles de ces glaciers, c'était le rôle tampon et de restitution très progressive de ce système hydroglaciaire. On n'en est plus là, malheureusement. Les glaciers fondent. On a moins ce rôle tampon, ce rôle de restitution progressive, et puis surtout, on a des possibilités, malheureusement, d'aggravation de phénomènes. Pour nous, il y a deux grandes priorités. La première, c'est la décarbonation, et la deuxième, c'est la préservation du petit et du grand cycle de l'eau. Donc on est en train de structurer toute notre politique justement pour préserver et avoir des actions extrêmement fortes autour du petit et du grand cycle de l'eau. Le premier moyen de préserver cette ressource en eau, c'est déjà de limiter notre consommation, de limiter les fuites, d'avoir des réseaux de qualité, mais c'est aussi de la sensibilisation sur la consommation en eau. C'est aussi, quand on parle du petit et du grand cycle de l'eau, toute la problématique de la perméabilité des sols, comment on travaille dans tous nos aménagements urbains, la perméabilité des sols. Bref, on essaie vraiment d'avoir une vision très transversale dans toutes nos politiques publiques, et c'est pour ça qu'on a été amené, par exemple, il y a quelques semaines, à créer une grande direction du petit et du grand cycle de l'eau, qui est une direction totalement transversale dans nos services et qui va gérer et qui va avoir une vraie approche transversale, je le redis, sur cette problématique-là, pour que notre territoire soit exemplaire, parce que quand on s'appelle la reine des villes d'eau, on se doit d'être exemplaire sur ce sujet-là. De nombreux chantiers de transition écologique ont déjà eu lieu. Des collectivités donnent l'exemple et s'engagent. Il faut retenir les 3 R évoqués tout à l'heure. Réduction, résilience et restauration, sans oublier le M de maintenance. Pour terminer ce journal, nous accueillons Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics. Bonjour Monsieur Cavagné. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alors, à quel moment avez-vous pris conscience que les travaux publics devaient s'engager dans la transition écologique? Depuis toujours. La réponse est simple. Depuis toujours. D'ailleurs, les vidéos que l'on vient de voir sont assez parlantes. Ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises de travaux publics, depuis des décennies, font du recyclage, s'intéressent aux fuites d'eau. Je pense qu'on était les premiers à expliquer que 25% de l'eau partait dans la nature. J'ai retenu qu'ici, ce n'était que 22%. Nous proposions... Bien près votre micro. Nous proposions déjà depuis des années également des routes recyclées, bref, des solutions qui n'étaient peut-être pas encore dans les esprits, mais qui, ces dernières années, se sont accélérées. Et on a bien vu que le monde change, que les jeunes, notamment, je le dis souvent, nous poussent à changer. Et on s'est dit, finalement, il y a un peu plus de 2 ans, à la Fédération, si nous anticipions, au lieu d'être en réaction à une loi, à une décision gouvernementale, comment pouvons-nous, nous, participer à la baisse de l'empreinte carbone pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et en même temps donner du travail dans les décennies qui arrivent à nos entreprises. Et on s'est vite aperçu que seul, on était un peu sec, si j'ose dire, et donc on a demandé à des cabinets, à Carbone 4, à Utopie, à l'OFCE pour la partie investissement, de nous aider à déjà faire un diagnostic de ce que nous étions. Et c'est comme ça qu'on a démarré dans ces travaux. Sur les enjeux de cette transition écologique, comment avez-vous décidé justement de travailler sur ce sujet ? C'est ce que je commençais à vous dire, parce qu'au niveau de la fédération, même si nous avons beaucoup de compétences derrière ici, on s'est rendu compte là que vraiment c'était un sujet à prendre à bras le corps et qu'il nous manquait vraiment des compétences. Et donc on a demandé à Carbone 4 de regarder comment nous étions capables de baisser... De faire un audit finalement ? Oui, de faire un audit et de savoir d'où on partait et où on voulait aller.
et ensuite comment nous allions accompagner les entreprises. Et donc ce premier travail a été fait et on s'est dit quelle courbe, quelle trajectoire peut-on se fixer? Et on a décidé de prendre la trajectoire de la France, de décarboner de 40% jusqu'à 2030. Alors on s'est dit 40%, aujourd'hui ça fait beaucoup. On est parti des chiffres que l'on a de 1990 et on a tracé cette décarbonation jusqu'en 2030. Et de la même façon, on s'est dit, mais bon, comment va-t-on y arriver? Car si on est seul, ça va être un peu compliqué. Et donc, c'est dit, il faut amener tout le monde, amener les entreprises, amener les maîtres d'ouvrage, amener les maîtres d'œuvre pour décarboner nos métiers. Et c'est ce travail que l'on a fait dans un premier temps pour avoir derrière un plan d'investissement dans un deuxième temps. Quelles sont les pistes aujourd'hui les plus efficaces pour décarboner vos métiers et pour accompagner les entreprises dans cette transition ? Alors les pistes, elles sont certaines, j'allais dire, dépendent que de nous, et d'autres dépendent d'industriels. Puisque quand on a travaillé là-dessus, on s'est rendu compte que l'acte de construire des travaux publics, l'empreinte carbone, c'était 3,5%. Quand vous prenez l'usage des infrastructures, on passe à 54%. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure dans le Donc c'est considérable. Mais vous voyez bien que quand on est sur l'acte de construire et l'utilisation, si vous ne travaillez pas avec les industriels notamment, et pour répondre à votre question, sur les matériels, sur l'énergie, sur la façon de construire, vous n'y arrivez pas. Donc c'est sur ces pistes-là que nous travaillons. Et pour accompagner les entrepreneurs, on est en train de faire des guides très pratico-pratiques qui vont sortir, là, qui vont être en ligne d'ici quelques jours ou semaines, fin octobre, pour leur dire, ben voilà, sur du matériel, voilà ce que vous pouvez faire, sur des matériaux, voilà ce que vous pouvez faire, pour amener tous nos entrepreneurs dans cette volonté de décarboner, sous réserve évidemment que tout le monde s'y mette, parce qu'encore une fois, seuls, nous n'y arriverons pas. Alors justement, qu'attendez-vous des décideurs publics et des collectivités ? Bien qu'on passe des paroles aux actes. Parce que, je disais tout à l'heure, sur la philosophie générale, je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde a envie de laisser à ses enfants, ses petits-enfants, un monde meilleur. Ça, c'est formidable. Mais comment fait-on ? Et dans nos métiers, quel rôle ont les maîtres d'ouvrage et les collectivités locales? C'est d'ailleurs ce qu'on va leur montrer le 24 février, en leur disant, on est tous d'accord là-dessus, on a vu d'ailleurs que vous aviez des élus locaux qui ont commencé à travailler. On travaille, nous, sur un plan d'investissement qui va se chiffrer à plusieurs milliards d'euros, en disant, si nous sommes tous d'accord sur le constat et sur la volonté de faire, voilà ce qu'on vous propose. Et le 24 février, je fais de la publicité depuis ce matin parce que c'est important, les gens sont là, mais parce que je pense qu'on va avoir une journée exceptionnelle qui sera à Paris, au Grand Palais éphémère. Et pendant toute cette journée, nous allons montrer, bien sûr, le savoir-faire des entreprises de travaux publics. Nous allons parler de formation, de jeunesse, d'innovation, de transition écologique, évidemment. Et nous allons recevoir les candidats à la présidence de la République. Et pour le coup, et pour répondre à votre question, on va leur demander de prendre des engagements, de dire, messieurs les candidats, vous voulez décarboner notre métier, vous voulez que nous fassions tous des efforts, on vous prend au mot, voilà ce qu'il faut faire, est-ce que vous vous engagez avec nous? Et donc nous verrons ce jour-là les candidats qui sont prêts à s'engager à nos côtés pour décarboner nos métiers, pour lancer un grand plan d'investissement. Alors rendez-vous le 24 février prochain finalement pour des actes, enfin déjà des promesses peut-être? Oui, alors vous savez les promesses, il n'y a que ceux qui y croient, bon, mais je fais partie de ceux qui y croient. En tous les cas, je pense que d'ici le mois de février, on va en avoir pas mal de promesses. Donc on va essayer d'en capter quelques-unes. On va essayer de pousser les candidats à tenir leurs promesses parce qu'au-delà de la profession, au-delà des travaux que l'on peut faire, c'est vraiment la société de demain. Que souhaite-t-on comme société demain, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale? Je crois que c'est ça aussi qui va se jouer, en tous les cas pour ces élections, et ce jour-là peut-être. En tout cas, moi j'ai l'impression que les entreprises du secteur sont très proactives, hein. Elles ont envie. Oui. Franchement, là je trouve qu'il y a un changement
une prise de conscience. Il y a quelques années, jamais on n'aurait eu ces débats. Il y a quelques années à Polytech, probablement on n'aurait pas parlé de ça. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un changement. Peut-être que le Covid a changé les choses, en tous les cas a accéléré les choses. Il a accéléré sur le télétravail, sur bien des choses. Et il y a des prises de conscience. Et de toute façon, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'augmentation de l'énergie. Si demain, on n'est pas capable de consommer de moins ou de consommer différemment, mais on ne va pas tenir. Même socialement, on ne va pas tenir. Donc il faut arriver à changer nos modèles et à travailler différemment. Merci, Monsieur le Président, de tous ces bons mots. Ça nous encourage effectivement à continuer. Nous arrivons au terme de ce journal télévisé. Merci d'avoir été avec nous en direct de Polytech. À bientôt pour suivre les actions de la Fédération des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes sur notre site web. Merci à tous.